Alors, on va résoudre trois exercices simples de mécanique de milieu continu. Donc, premier exercice sur la contrainte biaxiale. Donc, je vais rappeler un peu le cours, les éléments essentiels, et ensuite on procédera à la correction d'exercice. Alors, contrainte biaxiale. Donc, un champ de contrainte dans une plaque rectangulaire est donné par donc son torseur des contraintes. Donc, x00, 0y0 et 000. On nous demande d'abord de déterminer le vecteur traction, la contrainte normale et la contrainte tangentielle sur un plan oblique S, donc qui est représenté ici, qui fait un angle θ avec l'axe des X. Donc dans le cas y égale 0, on nous demande de calculer la valeur maximale des contraintes normales et tangentielles. Alors, quelques rappels de cours. Donc on considère un vecteur traction S, une surface S d'un solide. On considère donc par convention donc la surface ds du solide qui est orienté vers l'extérieur à travers le vecteur n qui est normal donc à ds. Voilà, donc ds qui est égal à dsn vectoriellement. On exerce une traction sur effectivement cet élément de surface TDS. Effectivement, T est une force de contact appliquée par l'extérieur par unité de surface. Et ce qui est important de comprendre, c'est que T va se décomposer en une composante tangentielle, S, une composante normale. Okay, N étant la composante normale. Ainsi, vectoriellement, on a T qui est égal à N plus S, qui est égal à NN. Si N est positif, on a ce qu'on appelle une tension. Si N est négatif, on a une compression. Donc S étant la norme de la composante tangentielle, la force totale qui s'applique sur le système est une force surfacique, donc qui est donc égale à l'intégrale double, c'est une intégrale de surface de TdS. Donc je rappelle qu'on note sigma, il y a plusieurs notations pour le tenseur des contraintes, qui est indépendant donc du choix de la base, EIJ, sigma IJ, UIJ, UIJ étant le déplacement élémentaire, le champ des déplacements élémentaires. Donc on peut noter sigma avec deux barres, sigma sous cette forme. Si on prend une surface localement orientée suivant n, alors le vecteur traction, donc t, s'écrit sigma, donc le tenseur des contraintes, fois n. Autrement dit, on fait un produit matriciel entre une matrice et n. Bon, et on obtient les composantes TI de la manière suivante, sigma ij nj. Donc c'est la notation d'Einstein. On doit sommer sur l'ensemble des TI. Ainsi, tx, ty, tz s'obtient si on connaît le tenseur des contraintes, et là c'est le cas dans notre premier exercice. On connaît sigma xx qui est égal à x, on connaît sigma y qui est égal à y, et tous les autres qui sont les contraintes de cisaillement sont égales à 0. Donc il suffit donc de projeter maintenant n. Il suffit de projeter n suivant les vecteurs de base x et y. D'accord? Donc, alors il y a deux méthodes. Il y a la méthode, je dirais, intuitive que je vais préconiser et la méthode calculatoire. Alors, la méthode intuitive, elle est très simple. Si θ tend vers 0, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le vecteur n, en fait, est parallèle à y. Donc, en fait, n, moi, je dis tout simplement qu'il se projette suivant y en sinus θ. En cosinus θ, pardon. D'accord? Ce cosinus de 0, c'est 1. Et n est projeté en y. Si θ est égal à, mettons, pi sur 2, eh bien, on voit que n est opposé au vecteur unitaire x. X chapeau. Autrement dit, n, c'est du moins sinus θ. Voilà, donc ça c'est la méthode intuitive. Et maintenant vous avez la méthode, je dirais, non intuitive. Et bien en fait, vous considérez que n fait un angle pi sur 2 plus θ. Et donc n a pour projection cosinus de pi sur 2 sur θ, c'est donc moins sinus θ. Sinus pi sur 2 sur θ, c'est donc cosinus θ. Ainsi on en déduit donc le vecteur de traction comme étant donc le produit de la matrice sigma des contraintes, sigma, et du vecteur normal, donc à la direction de la surface du volume que l'on considère. Donc c'est un calcul matriciel élémentaire, et on obtient donc le produit de la matrice x0, 0, 0, y0, 0, 0, 0, avec le vecteur donc normal à la surface qui est moins sinus θ cos θ 0. Autrement dit, vous obtenez moins x sinus θ pour tx, y cos θ pour ty, et 0 suivant tz.
Donc, par définition, alors on nous demande ensuite effectivement, je crois, la contrainte normale, donc déterminer, donc le vecteur traction vient de le déterminer. La contrainte normale et la contrainte tangentielle sur un plan oblique S qui fait l'angle θ. Et dans le cas y égale 0, calculer la valeur maximale des contraintes normales et tangentielles. Ok. Bien, la contrainte normale, c'est par définition la projection de T du vecteur de traction sur la normale à notre surface. Autrement dit, n c'est T scalaire n, hein, vous le voyez sur le schéma. On fait le produit scalaire de T par n et on obtient donc n étant la projection orthogonale du vecteur de traction sur n. Et donc on fait le produit scalaire de deux vecteurs. Donc T, on vient de le calculer. C'est moins x sinus θ, y cos θ est 0. Et n, c'est moins sinus θ, cos θ 0. Autrement dit, notre vecteur la n, qui est la contrainte normale à la surface, c'est x sinus carré θ plus y cos carré θ. Alors, on nous demande de calculer la composante tangentielle, la contrainte tangentielle. Eh bien, la norme de t au carré, ça c'est Pythagore, hein, vous appliquez Pythagore sur ce rectangle. Vous avez s carré plus n carré, c'est t carré. Ok. Donc, t carré, c'est x carré sinus carré θ plus y carré cos carré θ. N carré, c'est x sinus carré θ plus y cos carré θ, le tout au carré. On développe. On a du x4 sinus 4 θ plus y2 cos 4 θ plus 2xy sinus carré θ cos carré θ. On a du s carré qui est égal à t carré moins n carré. Autrement dit, c'est égal à x carré sinus carré θ plus y carré sinus cos carré θ moins x carré sinus 4 θ moins x carré cos 4 θ moins 2xy sinus carré θ cos carré θ. Alors, on factorise parce qu'il y a factorisé, donc on peut factoriser par x carré sinus carré θ. Des facteurs de 1 moins sinus carré θ, mais ça c'est cos carré θ, plus y carré cos carré θ, facteur de 1 moins cos carré θ, ça c'est sinus carré θ. Autrement dit, on va utiliser la formule de linéarisation du sinus. Sinus de θ, c'est 2 sinus θ cos θ. Autrement dit, cette expression se met sous cette forme. Et on indique donc s carré qui est égal à sinus de θ carré sur 4, facteur de x moins y carré. Autrement dit, S est égal à sinus de θ en module sur 2 fois le module de x moins y. Alors, on remarque que si x égale y, eh bien, il n'y a pas de composante tangentielle, et donc le vecteur traction est juste suivant n, orienté suivant la normale. Si les contraintes tangentielles sont trop importantes, le matériau va casser, et donc la question qui se pose en mécanique des matériaux, plus qu'en mécanique des milieux continus, c'est dans quelle direction va-t-il casser? Cette direction est fonction de la géométrie du matériau. Voilà. Alors, effectivement, donc la question B, dans le cas y égale 0, calcule la valeur maximale des contraintes normales et tangentielles. Eh bien, pour y égale 0, n sera égal à grand X sinus carré θ, et grand S serait égal à module de sinus de θ sur 2, x. N est maximal pour θ égale pi sur 2. Pour θ égale 3 pi sur 2, on a une périodicité, il vaudra n. Et minimal ici. S sera maximal en θ égale pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4, selon cette périodicité. Bon, voilà, ça c'est quelque chose en plus que j'avais rajouté, mais qui n'ajoute pas plus que ce que j'ai dit. Cisaillement maximal en pi sur 4, voilà. Alors maintenant, l'exercice 2, qui est un exercice en fait plus d'algèbre linéaire que de mécanique des milieux continus purs, mais l'algèbre linéaire étant fondamentale en mécanique des milieux continus, il faut en faire. Donc valeur principale et direction principale. Les contraintes dans un solide sont données par donc le tenseur des contraintes, sigma, qui vaut 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. On nous demande, petit a, de déterminer le vecteur traction sur une surface dont la normale est cos θ, sinus θ, θ, avec θ compris entre 0 et pi. On nous demande ensuite de calculer les directions principales du tenseur des contraintes et les valeurs principales. On dit les valeurs propres. Vérifier que l'une des valeurs propres vaut 1. Calculer la contrainte normale et la contrainte tangentielle selon la direction 1, 1, 1. N'oubliez pas de normaliser le vecteur normal. Bon, c'est du calcul d'algèbre linéaire. Je vais rappeler les fondamentaux et je donnerai les résultats. Donc, valeur principale et direction principale. Donc, j'ai réécrit notre tenseur des contraintes. J'ai écrit n chapeau qui est le vecteur normal normalisé. Hein. On a bien que la somme des carrés de ces composantes, ça vaut 1. Donc sigma n par définition c'est le produit matriciel, donc le produit entre la matrice des contraintes et la normale.
On dit c'est le produit matriciel 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 par cos θ, sin θ 0 et 0. Je vous rappelle que pour avoir le premier terme, vous faites le produit de la première ligne par la colonne. Donc on a du 0 fois cos θ plus 1 fois sin θ plus 1 fois 0, c'est donc sin θ. Pour avoir la deuxième coordonnée, je le rappelle, bon je ne devrais pas, je pense que vous le savez, mais... donc vous faites le produit de la deuxième ligne par la colonne, donc autrement dit on fait 1 fois cos θ plus 1 fois sin θ plus 0 fois sin θ. Donc, du cos θ plus sin θ, et enfin, le troisième élément, c'est le produit de la troisième ligne de la matrice des contraintes par le vecteur colonne. Donc c'est 1 fois cos θ plus 0 fois sin θ plus 1 fois 0, autrement dit cos θ. Alors, pour le petit b, les directions principales du tenseur contrainte et les valeurs principales, ce sont les valeurs propres, d'accord? Donc, on demande de vérifier qu'une valeur soit propre est 1. Bien, les valeurs propres se calculent comme suit. C'est le déterminant de sigma moins lambdaïde qui est égal à 0, et on calcule tous les lambdas qui satisfont à ceci. Donc je pose donc ma matrice sigma moins lambda identité, on est sur I3, on obtient cette matrice 3, 3, moins lambda 1, 1 moins lambda 0, et 1, 0, 1 moins lambda. Pour calculer les déterminants, je vais développer suivant la première colonne. Autrement dit, ça va faire moins lambda. Alors, la puissance, c'est la puissance devant, c'est I plus J. Ici, I égale 1, puisqu'on est en première ligne. Et J égale 1, c'est première colonne. Donc, I plus J, ça vaut 1. Et donc, c'est moins lambda fois la règle du gamma. En fait, on supprime la première colonne et la première ligne. Et il nous reste le déterminant de la sous-matrice, c'est-à-dire 1 moins lambda, 0, 0, 1 moins lambda. C'est 1 moins lambda fois 1 moins lambda, donc 1 moins lambda carré. Moins 0 fois 0, c'est donc 1 moins lambda carré. On ajoute maintenant le mineur, enfin le mineur, le cofacteur, donc c'est du plus une fois, moins 1 puissance I plus J, ici I est égal à 2, c'est la deuxième ligne, J c'est égal à 1, c'est la première colonne, I plus J c'est un nombre impair, donc moins 1 puissance un nombre impair, ça fait moins 1, d'où le moins 1 qui est ici. Donc fois quoi? Ben, fois, on supprime ici, première colonne, deuxième ligne, et il vous reste cet élément de matrice, 1, 1, 0, 1 moins lambda, et le déterminant de la matrice de 2, 1, 1, 0, 1 moins lambda, c'est, avec la règle du gamma, 1 moins lambda, qui est ici. Vous faites pareil pour le troisième élément donc, du déterminant. Ici, c'est 1 fois moins 1 puissance I plus J. I, c'est 3, puisqu'on est sur la troisième ligne. J, c'est 1, on est toujours à la première colonne. 3 plus 1, ça fait 4. Moins 1 puissance 4, c'est pair. C'est donc un pair moins. D'accord? Une erreur ici. Moins 1, moins J. Bon. Vous faites le calcul, vous factorisez par ce qu'il y a factorisé. Vous calculez, vous obtenez que c'est égal à 1 moins lambda. Donc, on a bien effectivement une valeur propre qui annule le déterminant qui est égal à 1, et facteur d'une équation de second degré, lambda 2 moins lambda moins 2. Vous calculez le discriminant. Le discriminant, c'est b carré moins 4ac, donc c'est 1 plus 8. Donc vous avez deux racines réelles, vous avez 1 moins 3 sur 2 et 1 plus 3 sur 2. Bon, voilà. Donc, vous avez trois valeurs propres, qui sont 1, moins 1 et 2. Donc maintenant, on va calculer donc les directions principales, c'est les vecteurs propres. Bon, je fais un exemple je vous pose le calcul pour la valeur propre 2. Et je vous donnerai les résultats pour les autres. Donc si vous avez compris comment ça marche avec un, vous savez le faire sur les autres. Donc on cherche les vecteurs propres, direction principale, tenseur des contraintes associé à la valeur propre 2, donc sigma moins 2i fois vi est égal à 0. Bon, on a un système 3-3 qui est celui-ci, d'accord? On trouve vi égale 1. Donc si v égale u et w égale u, je pose u égale 1, on obtient vi égale 1, 1, 1 pour lambda égale 2. Et on vérifie bien que le tenseur des contraintes sigma appliqué au vecteur V1, c'est égal à 2 fois le vecteur V1. Autrement dit, V1 est bien un vecteur propre associé à la valeur propre 2. On sait que le système va être dégénéré, donc on peut supprimer 1 dans la relation. Et on trouve ensuite V3 qui vaut 0, moins 1, 1. Je vous donne la valeur principale pour lambda égale moins 1, c'est moins 2, 1 et 1. Donc on nous demande de calculer la contrainte normale. On sait la contrainte tangentielle selon la direction 1, 1, 1. N'oubliez pas de normaliser le vecteur normal. Donc, je vous ai donné donc, les résultats. N, c'est donc 1 sur racine de 3, parce que la constante de normalisation, fois le vecteur 1, 1, 1. Bien, T, ça sera tout simplement le produit de champ de vecteur de contrainte par N chapeau, qui est le vecteur normal, donc normalisé. Vous faites ce produit matriciel, produit cette matrice par ce vecteur, vous obtenez 2 sur racine de 3, 2 sur racine de 3, 2 sur racine de 3. On en déduit n, qui est égal au produit scalaire entre t et n chapeau, autrement dit 2 sur racine de 3, 2 racine de 3, 2 racine de 3, produit scalaire avec le vecteur colonne 1, 1, 1, sur racine de 3,
vous obtenez que c'est égal à 2. C'est 3 fois 2 tiers, donc 2. Ok. On en déduit donc S, qui équivaut donc la contrainte tangentielle, qui vaut donc la racine carrée de T2 moins 2, ça vaut 0. Voilà. Et on peut donc maintenant passer à l'exercice 3. Alors, exercice 3, c'est un exercice sur le cisaillement. Donc, les contraintes dans un solide en cisaillement sont données par le vecteur, enfin la matrice, le tenseur des contraintes sigma, donc 0, 0 taux sur la première colonne, 0, 0, 0 sur la deuxième et taux 0, 0 sur la troisième. On demande de déterminer les contraintes principales et les directions principales. On demande de déterminer ensuite le vecteur traction sur une surface dont la normale est cos θ, 0 sinus θ, pour θ compris entre 0 et pi. On nous demande en C de calculer la contrainte normale et la contrainte tangentielle sur le plan dont la normale est dans la direction de 1, 1,5. Ça se tienne. Donc j'ai reposé sigma. Donc on va calculer donc effectivement les valeurs propres. Donc à travers la méthode du déterminant. Donc le déterminant de sigma moins lambda i c'est 0. Donc on pose cette matrice, on calcule ce déterminant. Je vous ai montré comment calculer. Sinon vous tapez dans Wikipédia calcul de déterminant. Matrice 3,3 et vous allez avoir. Mais bon, généralement, si vous faites de la mécanique des milieux continus, vous connaissez un minimum d'algèbre linéaire. Moins lambda carré plus taux. On a dit que lambda est égal à plus ou moins taux. Voilà. Non, et lambda égale 0 peut être également solution. Donc les vecteurs propres associés, je vous les donne. Donc, je donne la correction. Lambda, pour le vecteur propre associé à la valeur propre moins lambda, bah, c'est V1, donc de coordonnées moins 1, 0, 1. Pour lambda égale taux, c'est le vecteur de coordonnées 1, 0, 1. Pour lambda égale 0, c'est 0, 1, 0. Les contraintes principales, donc V1, je cherche V1 de la forme UVW, tel que sigma V donc, est égal à 0. Autrement dit, on fait le produit matriciel, on trouve donc que taux oméga égale 0, taux mu égale 0, 0 égale 0, donc taux non nul. W égale 0, U est égal à 0, donc V est indéterminé, on a le vecteur de coordonnées 1, 0, 0, 1, 0. D'où les contraintes principales, moins taux, 0, et les directions principales, moins 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc dans la base des vecteurs propres, la matrice sera donc matrice de rotation, qui a donc qui a sur la diagonale ses valeurs propres. Ok. Donc le vecteur traction pour une surface dans la normale est cos θ, 0 sinus θ. Eh bien, toujours pareil, hein, on a donc n chapeau qui est le vecteur unitaire normal qui nous est donné, c'est cos θ, 0 sinus θ. Pour avoir le vecteur traction associé à cette normale, on fait le produit matriciel entre sigma et n. On dit le produit matriciel entre la matrice 0, 0, sigma, 0, 0, 0, sigma, 0, 0, et le vecteur colonne, qui est le vecteur représentatif qui représente donc n chapeau. Cos θ, 0 sinus θ, on obtient que t a pour coordonnées taux sinus θ suivant i, 0 suivant y, et taux cos θ suivant z. Voilà. Calcule la contrainte normale et la contrainte tangentielle sur le plan dans la normale et dans la direction 2, 1, 1 demi. Eh bien, à ce moment-là, vous avez un chapeau qui est de la forme 2, 1, 1 demi. Je l'ai normalisé ici puisqu'il n'était pas normalisé. Voilà. Donc, n chapeau carreau C1. On calcule donc toujours pareil de la même manière. Donc, n est donc égal au produit scalaire du vecteur traction par n chapeau. T est de cette forme, n est de cette forme, et voilà, vous obtenez donc n qui vaut 8 taux sur 21. Et ensuite, si vous voulez calculer donc la contrainte tangentielle S, vous utilisez que S est égal à la racine de t carré moins n carré. Et donc, je vous ai fait le calcul, et vous obtenez que S est égal à la racine de 293 sur 441 taux. Bon, voilà pour cet exercice, pour ces 3 exercices de cisaillement, valeur principale et de contrainte biaxiale.